Bonjour à tous et bienvenue donc à Citéco pour ce nouveau cycle de conférences. Peut-être que vous étiez déjà venu l'année dernière. On avait évoqué les ruptures et les transitions et le prisme était très environnemental. Et pour poursuivre ce que vient de dire Guylain, Citéco a voulu cette année réfléchir aux mutations sociales et sociétales qui sont induites par l'urgence climatique. Et donc le point d'entrée qui a été choisi pour ces premières conférences d'automne, c'est la société de consommation. Et bien sûr, il y a une question en filigrane de tout ça, c'est est-ce qu'on peut continuer à consommer comme avant? Est-ce que on peut, est-ce qu'il faut qu'on change nos habitudes de vie? Est-ce qu'on doit réguler, réduire nos manières de consommer? Pour tenter de le savoir, en fait, on va revenir aux origines de la société de consommation. On va rappeler les avancées sociales, économiques que cette société a permises parce qu'elles sont réelles et on va l'entendre, mais aussi on va questionner ses limites et ses possibles évolutions. Donc c'est ce voyage des 30 glorieuses à la France d'aujourd'hui que Citéco vous propose dans ce cycle des 3 premières conférences. Et je vais saluer donc notre premier invité, Jean-Claude Daumas. Bonjour. Alors vous êtes le premier invité de ce cycle en tant que grand témoin. Vous êtes normalien, vous êtes professeur d'histoire émérite à l'Université de Franche-Comté et vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous avez commencé à consacrer vos recherches à l'histoire des entreprises, des territoires industriels et du patronat. Et puis ensuite, vous vous êtes tourné, ça tombe bien, vers l'histoire de la consommation et de la distribution. C'est donc le thème qui va nous animer aujourd'hui. Si vous voulez aller consulter, lire les livres que Jean-Claude Daumas a écrits, je vais en citer 3. La révolution matérielle, une histoire de la consommation en France du 19e au 21e siècle, c'est chez Flammarion. Vous avez aussi écrit Les révolutions du commerce en France du 18e au 21e siècle. Là, c'est aux presses universitaires de Franche-Comté. Et vous êtes en train d'écrire, de travailler sur une histoire comparée de la société de consommation en Europe depuis 1945 et ce sera à paraître chez Flammarion. Voilà. On va échanger à peu près 45 minutes ensemble. Et puis ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous fera circuler un micro et puis vous pourrez poser vos questions à Jean-Claude Daumas. Notez-les dans un petit coin de votre tête pour ne pas les oublier. Voilà. Jean-Claude Daumas, je vous propose peut-être pour commencer cette conférence de savoir ce que c'est que la société de consommation. Il est peut-être bien de le rappeler, une définition pour savoir, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose finalement, parce qu'on projette sûrement beaucoup de choses sur la société de consommation. Donc, qu'est-ce que c'est? Une définition, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, je vais essayer de répondre à votre question qui n'est pas la plus simple. En fait, donc, on a toujours consommé. Approchez bien votre micro, comme ça tout le monde pourra On a entendre. toujours Merci. consommé, tout le monde le sait, mais toutes les sociétés ne sont pas des sociétés de consommation. Dans les années 1970-1980, les historiens, très impressionnés par le développement de la consommation de masse, se sont lancés à la recherche de sociétés de consommation dans le passé. Et évidemment, quand on cherche, on trouve, surtout si on part avec une très mauvaise définition. Et l'hypothèse qu'il faisait était que la société de consommation était une société où on consommait davantage de produits et où il y avait davantage de consommateurs. Alors c'est une définition qui est tellement floue qu'elle recouvre à peu près n'importe quoi, et c'est ainsi qu'on a pu remonter tranquillement jusqu'au XIVe siècle et trouver des sociétés de consommation en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas, et finalement un peu partout en Europe de l'Ouest. Je pense que c'est une démarche erronée dans la mesure où elle projette la société de consommation de la période des Trente Glorieuses sur le passé. Et en réalité, il faut, si on veut essayer de comprendre ce qu'est la société de consommation, il faut partir d'une définition rigoureuse, mais très très simple, qui est c'est une société qui produit en masse pour les masses. Et la seule société qui corresponde réellement de manière rigoureuse à cette définition, c'est la société de consommation telle qu'elle a émergé en Europe, bien après les États-Unis, avec une vingtaine d'années au moins de retard, après la Seconde Guerre mondiale. On va partir de cette hypothèse-là. Hein. C'est une définition très simple. Une société où on produit en masse pour que les masses puissent consommer. Et alors, donc on a cette notion de nombre, en fait, de quantité. Vous dites ça s'est passé à peu près après-guerre, avec 20 ans de retard sur les États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont permis l'avènement de cette société de consommation, comme vous venez de le définir, en Europe?
Si oui. Vous avez des points à... Alors, en simplifiant encore une fois, on a 5 conditions qui n'existaient pas avant la guerre ou n'existaient qu'à un moindre degré. La première de ces conditions, c'est la base sociale, finalement, de la consommation de masse. Et cette base sociale, c'est ce qu'un sociologue a appelé la société salariale, c'est-à-dire une société où l'essentiel de la population active est composé de salariés et de salariés dont la situation est stabilisée par l'État-providence. Le deuxième point, c'est la base matérielle de la société de consommation, c'est-à-dire la production de masse. Autrement dit, une production de série de produits standardisés. Mais ça ne signifie pas, loin s'en faut, une production uniformisée, parce qu'il y a de très grandes différences qualitatives. Le troisième point qui est important, c'est qu'il faut assurer la liaison entre la production de masse et la consommation de masse. Et ce maillon intermédiaire, c'est la grande distribution. Cette grande distribution s'est développée, alors, dans le cas de la France, en 3 moments successifs, séparés d'une petite dizaine d'années pour les 2 premiers, un peu moins pour le 3e, mais la chronologie est à peu près la même dans toute l'Europe. À la fin des années 40, on voit apparaître ce qu'on appelle donc le libre-service. Et le libre-service, c'est la substitution à la vente au comptoir d'une nouvelle forme de vente, donc on appelle le libre-service, qui se manifeste par le triomphe de la liberté de choix du consommateur. Dans les années 57, 58, 59, on voit apparaître un nouveau format commercial, qui est le supermarché, qui reprend le libre-service, mais qui le fait sur une échelle beaucoup plus grande, puisqu'on est cette fois dans une grande surface, avec une offre de produits beaucoup plus étendue que dans les boutiques qui pratiquaient le libre-service. Et un troisième point qui est important, mais sur lequel il faut être prudent, c'est la vente à bas prix. Tout simplement parce que cette politique de prix varie beaucoup d'une enseigne à l'autre. Et au début, au moins, tous les supermarchés ont continué la même politique de prix traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne vendaient pas moins cher. Troisième moment, du développement de la grande distribution, l'hypermarché, donc qui apparaît en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, où il est créé par Carrefour. Alors, on reprend le libre-service, la grande surface, mais cette fois, ce n'est plus une grande surface, c'est une très grande surface, alors qui nous paraîtrait très petite aujourd'hui, puisque le premier hypermarché à Sainte-Geneviève fait 2500 m² de surface de vente. On va bondir très vite à 6000, et Carrefour va plutôt jouer la grande taille, puisque ces plus grands magasins vont atteindre 22 000 m². Mais en même temps, évidemment, il faut remplir ces magasins, donc on accroît considérablement l'offre de produits. Et si l'offre de produits peut être considérablement élargie, c'est parce que, et c'est une nouveauté absolue, c'est totalement inédit, on n'a jamais fait ça nulle part, les hypermarchés vendent sous le même toit de l'alimentaire et du non-alimentaire. Et puis enfin, dernier point, et là aussi c'est une nouveauté totale, c'est le discount généralisé. Le discount généralisé, ça signifie qu'on vend tous les jours tous les produits moins chers. Dans le cas des produits alimentaires chez Carrefour, à l'époque, c'était entre 25 et 30% moins cher que dans l'épicerie du coin de la rue. Alors, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, ces 2 points-là, tout sous le même toit, et le discount généralisé, c'est vraiment une innovation totale. Alors, je précise néanmoins que ce n'est pas Carrefour qui a inventé le discount généralisé, mais Leclerc. Leclerc n'a eu le nez creux, si j'ose dire, qu'une seule fois, c'est quand il a inventé le discount, puisque pour le reste, il s'est trompé tout le temps. Il a laissé passer le train du supermarché, de l'hypermarché, alors il les a rattrapés en route, et très très bien rattrapés d'ailleurs, mais il n'a jamais compris l'importance de ces formes nouvelles de commerce, tout simplement parce qu'il était attaché à quelque chose de très original et de très différent, qui étaient des petites surfaces commerciales pour qu'elles puissent être gérées par un couple, sur le modèle très traditionnel du commerce, en fait. Il n'imaginait pas une autre forme de commerce. Et c'est la concurrence des très grandes surfaces des hypermarchés qui l'a obligé à évoluer, alors même d'ailleurs que ses disciples, entre guillemets, puisque ce n'est pas une entreprise au sens strict, c'est un mouvement poussé aussi dans ce sens-là, parce qu'ils sentaient bien qu'ils allaient être complètement écrasés par le rouleau compresseur que constituaient les hypermarchés.
Et alors que pour que tout le monde puisse accéder, parce que tout à l'heure vous disiez que la première condition, Alors, c'était une société voilà. salariale et ils vont aller encore plus loin en fait pour que tout le monde puisse, pour que la masse puisse venir consommer tout Alors, ça. j'ai oublié un point pour l'hypermarché. Il faut en plus que ces hypermarchés, c'est lié à la taille, soient en périphérie de la ville, branchés, si j'ose dire, sur le réseau routier, de manière à attirer du plus loin possible le plus grand nombre de consommateurs possible. Et évidemment, je réponds à votre question, Evige, pour que les gens puissent acheter et qu'ils ne soient pas condamnés à attendre d'avoir constitué l'épargne nécessaire et suffisante, eh bien, on développe le crédit à la consommation. Donc ça, c'est le 4e point. Et le 5e, c'est le modèle. Et le modèle, c'est le modèle américain. Alors, ce modèle a été diffusé au lendemain de la guerre par le gouvernement américain, a été diffusé aussi par les entreprises américaines qui se sont installées en Europe, par des expositions itinérantes sur le mode de vie américain. Par exemple, une exposition a circulé en France qui avait pour titre « Le vrai visage des USA ». Mais aussi des supermarchés. Ils ont passé leur temps à en installer un peu partout en Europe. Ils fonctionnaient pendant quelques semaines pour montrer aux gens ce que c'était qu'un supermarché en action. Et puis, il faut ajouter aussi l'influence du Reader's Digest, du cinéma, et également, cette fois, en sens contraire, des missions d'études envoyées aux États-Unis par le gouvernement français ou par des organisations professionnelles. Ajouter aussi le rôle des écrivains qui voyagent aux États-Unis et qui en ramènent des récits de voyage. Un des plus prolixes est sans doute André Mauroy, alors un auteur bien oublié aujourd'hui, mais qui était un notable des lettres à l'époque et qui avait séjourné aux États-Unis pendant la guerre et qui connaissait donc très bien le pays et qui a écrit une dizaine de livres sur les États-Unis. Et puis, il faut aussi signaler l'influence du cinéma. Par exemple, Reichenbach a ramené un magnifique documentaire sur la vie quotidienne aux États-Unis qui montrait bien ce que c'était que de vivre aux États-Unis, et c'était évidemment très différent de vivre en France à la même époque. Et là, ça me donne une transition parfaite sur ma prochaine question. Comment est-ce qu'on vivait aux États-Unis et comment est-ce qu'on pouvait imaginer vivre du coup en Europe et plus précisément en France après-guerre? Vous avez comparé les budgets des ménages, la façon dont ils consommaient avant la Deuxième Guerre mondiale et puis après, au moment de l'avènement de cette société de consommation. Et donc, ça s'est accompagné de toute une évolution des habitudes de vie et de consommation. Oui, alors le niveau de vie s'élève. Hein, je ne vais pas vous abrutir de chiffres, ça serait inutile, mais on a une augmentation du niveau de vie qui est permise à la fois par l'augmentation des revenus et par la baisse des prix. Et cette augmentation des revenus, du pouvoir d'achat se traduit par une réorganisation complète du budget. Donc en fait, on a un mouvement de bascule ou de vase communicant. D'un côté, on a des dépenses traditionnelles qui reculent, et de l'autre, on a des dépenses nouvelles qui progressent. Alors du côté des dépenses traditionnelles qui reculent, on a bien sûr l'alimentation qui tombe de 44% du budget en 1949 à 26% en 1974. Et cette baisse, qui se fait en 2 temps, hein. On a une baisse relativement lente jusque dans les années 60, et puis ensuite la baisse s'accélère. Et s'accompagne d'une transformation complète du régime alimentaire. Et on pourrait résumer ça par une formule un peu caricaturale, mais qui dit bien de quoi il s'agit. On passe d'un régime alimentaire qui est organisé autour de la soupe et du ragoût vers un autre régime qu'on pourrait définir comme le régime beefsteak, haricots verts, yaourt, fruits frais. C'est-à-dire on fait l'exact contraire de tout ce que l'on a consommé pendant la période précédente. Le deuxième poste qui baisse beaucoup, et qui baisse d'ailleurs davantage que l'alimentation, puisqu'il diminue presque de moitié, c'est le vêtement qui tombe de 16 à 9%, et qui là aussi, cette baisse s'accompagne d'une profonde évolution de la garde-robe. D'abord parce que les vêtements s'allègent. C'est lié au plus grand confort des logements, on est mieux chauffé, au plus grand confort aussi des transports, pour une raison simple, c'est qu'on ne marche plus à pied ou en vélo, mais en voiture,
ou avec des moyens de transport collectif, et donc on peut se passer de vêtements lourds, hein, les gros manteaux qu'on portait à l'époque. Je vous D'autre part, coupe, oui. mais parce que ça me paraît important. En fait, ce qu'on comprend quand vous nous décrivez ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas une nouveauté. C'est qu'en fait, toutes les nouveautés sont imbriquées les unes entre les autres. C'est ça. Oui, C'est absolument. parce qu'il y a des nouveaux logements, parce qu'il y a du chauffage, parce que du coup, on s'habille moins et parce que les prix sont moins chers. En fait, tout est imbriqué. C'est bien ça. Hein. C'est-à-dire que si on veut, les prix, ça c'est une tendance de fond. Hein, il y a une diminution. Alors, elle n'est pas linéaire, hein, mais on a une diminution constante des prix pendant les fameuses Trente Glorieuses. Et donc, en gros, de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 70. On pourrait même aller jusqu'au début des années 80. Et on serait encore dans les Trente Glorieuses, même si arithmétiquement, la formule serait fausse. Là, donc, on a cette baisse de prix. Ça, c'est la toile de fond, si j'ose dire. Et c'est ce qui rend possible toutes les évolutions. Et toutes les évolutions s'enchaînent les unes les autres et se rendent possibles les unes les autres. C'est-à-dire que, vous disiez il y a un instant, le logement, c'est vraiment une question centrale. On va en parler dans une minute, mais je peux anticiper un peu. Il faut imaginer, pour bien comprendre, qu'un logement ouvrier avant-guerre, c'est entre 25 et 50 mètres carrés. Mais 50 mètres carrés, c'est vraiment des vénards. Dans la plus grande partie le plus souvent, on a affaire à un logement qui est vraiment petit, qui est composé de 2 pièces, une chambre pour les parents et les enfants en bas âge, et la cuisine qui sert de salle commune et qui se transforme en chambre pour les enfants la nuit. La nuit, on tire un rideau ou des paravents pour séparer les garçons des filles. Les lits sont des lits pliants, ce qu'on appelait des lits cages, qu'on peut rabattre le long des murs. Les tables elles-mêmes sont pliantes de façon à ce que on puisse dégager l'espace pour mettre les lits. Ça, c'est la situation des années de l'entre-deux-guerres. Hein. Et vous comprenez bien que dans un logement de cette taille-là, il n'est pas question d'avoir une pièce dédiée à chacun. Les enfants n'ont pas leur chambre. Il n'est pas question non plus, dans la cuisine, de mettre de l'équipement ménager. Il n'y a pas la place. J'ajoute que dans beaucoup de cas, il n'y a pas l'eau chaude. Et que de toute façon, il n'y a pas de salle de bain non plus. Et que les WC sont généralement sur le palier, dans la cour ou au fond du jardin. Pour vous donner un exemple qui est anecdotique, mais quand même, ça dit bien l'époque. Il se trouve que quand j'étais enfant, mes parents ont habité pendant quelques années une petite ville dans les Pays de Loire. La petite ville en question s'appelle Douai-la-Fontaine, c'est la capitale mondiale de la rose. Et à l'époque, le mercredi était le jeudi. Et donc, je vais passer l'après-midi, le jeudi après-midi, chez un camarade. Et à un moment donné, je lui demande où sont les toilettes. Et il me dit, dans le jardin. Alors moi, j'étais un peu surpris parce que jusque-là, j'habitais Marseille. Nous habitions un des quartiers bourgeois de la ville, dans un immeuble récent. Les toilettes étaient évidemment dans l'appartement. Et là où nous habitions, à Douai-la-Fontaine, nous avions une maison avec les toilettes dans la maison. Et sa mère me dit, mais si vous êtes pressé, il y a un vélo. Et il y avait donc un service, si je puis dire, de vélo. Il y avait un vélo à côté des WC et un vélo au pied de la maison pour pouvoir aller plus vite. Donc on a ce genre de situation fait que, vous le voyez, tout est lié. C'est-à-dire que les progrès de l'hygiène sont évidemment déterminés par la transformation complète des conditions de logement. L'équipement en électroménager dépend de la taille de l'appartement. La nature des vêtements que l'on porte dépend beaucoup de la possibilité que l'on a de chauffer ou de ne pas chauffer. Parce que les appartements que je vous ai décrits tout à l'heure, le logement ouvrier moyen est très très mal chauffé. Donc, quand encore il l'est. Donc, on a un ensemble de conditions, si vous voulez, qui sont, entre guillemets, circulaires, c'est-à-dire qui renvoient les unes aux autres et qui font que l'une porte l'autre. Hein. Et que lorsque, par exemple, les ouvriers parisiens
dans les années 50 et encore au début des années 60, ont peu de chances d'espérer un logement neuf. Et donc, ils ne peuvent pas acheter l'électroménager, dont pourtant ils rêvent. Ils vont donc basculer leurs dépenses sur d'autres postes. La voiture, les loisirs, les vacances. Mais par contre, dans les régions où on peut avoir accès à un logement et dans un délai raisonnable, le budget est beaucoup mieux réparti. Donc, on voit bien que donc, les dépenses se répondent et se rendent possibles les unes les autres. Alors, je reviens à mon histoire de vêtements. Je disais donc qu'on avait renoncé à ce qu'on appelait les pièces lourdes. On voit apparaître aussi l'habitude de porter des vêtements dits de sport, hein, le blouson par exemple, et pas simplement dans les classes populaires. On renonce à ce qu'on appelle le costume du dimanche. Et puis, on voit aussi les femmes porter, et de plus en plus, le pantalon et aussi la mini-jupe. Et puis, pour terminer, on assiste à l'essor du prêt-à-porter, qui remplace et qui fait disparaître très très vite ce qu'on appelle la couture, mais la couture dans ses deux versions, c'est-à-dire aussi bien la couture faite par les couturières que la couture faite à domicile par la mère de famille ou la mère de famille avec l'aide d'une petite couturière. Donc, ce deuxième poste, les deux postes traditionnels, alimentation, vêtements, reculent et se transforment. À l'inverse, on a des postes qui progressent. Le premier, c'est le logement, qui double pratiquement puisqu'on passe de 12 à 22%, et qui s'accompagne là d'une augmentation parallèle des dépenses d'équipement pour les raisons que je vous ai expliquées, et notamment de deux appareils fondamentaux qui sont le réfrigérateur et la machine à laver. Je vais vous donner des chiffres pour que vous voyez l'ampleur du mouvement. En 54, 7,5% des ménages possédaient un frigo. Ils sont 95% en 1980. La machine à laver, c'était 8,4 et on passe à 79,3 en 1980. Alors, on est passé finalement, vous le voyez bien, d'une situation où c'était une minorité à une situation où c'est une majorité, c'est-à-dire les années 70, et les années 80, où c'est la quasi-totalité de la population. Alors, c'est jamais la totalité, hein. Il y a de multiples raisons, mais on en approche quand même. Quand on est à 95%, c'est un beau score. Il faut ajouter aussi le doublement des dépenses de transport. On passe de 5 à 10% du budget. Et ça se traduit évidemment par une amélioration, une augmentation du taux d'équipement en voiture des ménages qui monte de 21% en 53 à 63% en 74. Ajoutons aussi, bien que ce soit une évolution qui soit plus tardive, les loisirs et dont le budget progresse, très inégalement, on va le voir entre les groupes sociaux, mais le progrès est incontestable. Et la manifestation la plus évidente de ce mouvement des loisirs qui fait qu'à l'époque, un sociologue parlera de civilisation des loisirs, c'est la télévision. Une télévision qui, d'ailleurs, a un statut extraordinaire dans les logements, puisque elle finit par occuper en quelque sorte la place centrale dans les salles à manger. Dont beaucoup de photos de l'époque montrent cet appareil posé sur une petite table. On a mis un apron et puis un petit bouquet de fleurs sur la télévision. On voit bien que c'est un objet auquel on tient. Et d'ailleurs, ça change complètement le statut des pièces parce que jusqu'alors, la salle à manger servait seulement à recevoir. Mais désormais, comme toute la famille regarde la télévision le soir à l'heure du repas, la salle à manger a changé de statut, on y mange. Et on y mange tous les jours. Et donc là, le taux d'équipement est impressionnant. Enfin, l'évolution plutôt du taux d'équipement. On passe de 1% en 54 à 82% en 74 et 90% en 80. Et l'attraction, une nouvelle anecdote personnelle, l'attraction de la télévision est si forte qu'à l'époque, nous habitions encore Marseille. Et mes parents, en 54, donc l'année où il n'y avait qu'1% de postes de télévision, décident, vont à la foire exposition de Marseille pour y acheter un réfrigérateur. Dans le Midi, c'est, on va dire, utile, hein.
et à une époque où il n'y a que des glacières. Et on va parler tout à l'heure de la glacière, vous allez voir que bon, l'achat du réfrigérateur aurait été bienvenu. Et pas du tout, ils vont revenir avec une télévision. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais dépassé le hall d'entrée. Il y avait une exposition de télévision, une armada de télé, et les gens étaient scotchés devant la télé. Et eux sont partis avec la télévision. Et donc, ajoutons à ça les vacances, qui progressent aussi fortement, et surtout, ce qui est important, c'est le taux de départ qui augmente. Alors, modérément, hein, parce qu'on passe de 30% en 51 à 50% en 74. Donc, on n'est pas encore à la moitié des Français qui partent en vacances. Et vous voyez donc là, on a un ensemble de transformations du budget, mais il n'y a pas d'uniformisation. Il n'y a pas d'uniformisation parce qu'on constate, et on va le voir, des disparités très fortes entre les différents groupes sociaux. Pour résumer, je vous donne un exemple. Les ouvriers n'ont atteint à la fin des années 60 que le niveau de consommation des cadres en 1951. Donc ça fait grosso modo 20 ans de retard. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas que de quantité, mais il s'agit de style ou de mode de consommation, et d'un style ou d'un mode de consommation qui est déterminé par les conditions d'existence des gens, c'est-à-dire on fait, pour simplifier, la profession, le niveau d'éducation, le niveau de revenu. Et donc, le temps nous étant évidemment compté, à moi comme à vous, je vais prendre deux exemples seulement, deux groupes sociaux, les cadres supérieurs d'un côté et les ouvriers de l'autre. Si on... Parlez bien dans le micro, oui, pardon. pour que la salle si puisse suivre. on prend les cadres, on peut résumer les choses de manière très simple, c'est le groupe social qui consomme le plus sur tous les postes du budget. Et donc, pour l'alimentation, on a une alimentation qui est plus légère, on verra tout à l'heure ce que ça signifie par comparaison avec les ouvriers, et qui est plus diététique. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, beefsteak, haricots verts, yaourt, fruits frais. Pour l'habillement, on a la même évolution, et l'évolution de la garde-robe là est même encore plus profonde, si je puis dire, parce que les cadres font davantage attention à la mode, d'une part, et d'autre part, font davantage appel aux articles nouveaux. Donc, parmi les articles nouveaux, on a le blue jean, hein, d'une part. D'autre part, les articles de sportswear. Et pour les femmes, le pantalon. Alors, je sais bien qu'on peut lire des tas de livres écrits par des historiennes féministes qui nous interdisent, qui nous expliquent, et elles ont raison, que la loi interdisait aux femmes le port du pantalon. Sauf que jamais aucune femme ne s'est préoccupée de la loi. Et qu'elle portait le pantalon. J'ai des albums de photos où ma mère est en pantalon. Dans les années 50, la loi sur le pantalon n'a été abolie qu'après 68. Bon. Donc vous voyez que ça n'a pas beaucoup d'importance. D'autre part, les cadres sont ceux qui dépensent le plus pour l'équipement du foyer en appareils électroménagers, aussi pour le mobilier. Et là, on assiste à une situation curieuse. En effet, les goûts des cadres ne sont pas homogènes, et ils hésitent entre un style qu'on pourrait qualifier de BCBG, qui fait une place assez importante aux meubles achetés chez les antiquaires, et puis de l'autre côté, un mobilier plus fonctionnel, modulaire, épuré, dont Roche-Beaubois était à l'époque le principal vendeur. Sur le plan culturel, si on faisait du Bourdieu, on dirait qu'ils avaient toutes les pratiques les plus légitimes, c'est-à-dire la lecture, le théâtre, la musique classique, l'opéra, mais l'activité culturelle qui est de très loin préférée par les cadres, ce n'est aucune de celles-là, c'est le cinéma. Et puis, c'est eux qui partent le plus en vacances, et de beaucoup. Ils sont 90% en 76. À l'époque, la moyenne nationale est de 53%. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils développent des formes de vacances nouvelles. D'une part, les vacances à l'étranger. D'autre part, les vacances en club.
dont la formule a été inventée par le Club Méditerranée, et qui est le modèle à l'époque indépassable des vacances libérées. Et puis, il faut ajouter à cela le fait qu'ils partent au moins 2 fois en vacances dans l'année, puisqu'ils sont pratiquement les seuls à aller au sport d'hiver. Donc, vous le voyez, un mode de vie qui suppose un budget conséquent et qui est très différent de celui que je vais vous décrire maintenant, qui est celui des ouvriers. Alors, les ouvriers ont vu leur niveau de vie fortement augmenter. Il a été multiplié par 2,2 au cours de la période, c'est-à-dire plus en fait que les cadres, hein, mais pas beaucoup plus non plus. Alors, cette augmentation de ce coefficient de 2,2 ne doit pas non plus porter à des conclusions exagérées. À l'époque, la presse remplissait des pages et des pages sur le thème de l'embourgeoisement de la classe ouvrière. On en était évidemment très, très loin. Et pourquoi? Parce que d'abord, les ouvriers n'en ont pas les moyens de l'embourgeoisement, et d'autre part, parce qu'ils ont un mode de consommation spécifique qui s'explique très, très bien, à la fois par leurs conditions de vie et par des traditions qui sont propres à la classe. Alors, le premier point, c'est évidemment la surconsommation de produits alimentaires qu'on va qualifier de nourrissants et de bon marché. Le pain, les pâtes, les pommes de terre, la viande de porc et le vin rouge ordinaire. Ça, c'est le cœur de l'alimentation ouvrière. Il va y avoir au cours de la période des modifications et qui vont concerner essentiellement les contremaîtres et les ouvriers qualifiés. Il y a un clivage très net entre les ouvriers qualifiés et les ouvriers spécialisés, les OS. Les OS vont rester beaucoup plus longtemps, et pour des raisons financières, fidèles à ce régime décrit très, très rapidement et très sommairement. Leur garde-robe continue à associer 2 types de vêtements. Les vêtements de travail, on comprend bien pourquoi, et d'autre part, des vêtements pour les jours de fête et les dimanches, qui sont des tenues correctes, mais sans plus, et qui ne cherchent pas à être à la mode. Seuls les jeunes ambitionnent, rêvent d'adopter un style de vêtement qui est celui de la jeunesse des classes moyennes. Et c'est en particulier vrai pour les jeunes filles, dont tous les témoignages montrent qu'elles s'habillent comme des gravures de mode. Vous savez peut-être qu'après 68, dans les milieux gauchistes, et en particulier chez alors, le nom varie, pro-chinois, maoïste, marxiste-léniniste, vous choisissez ce que vous voulez, il y a eu un certain nombre de militants à s'établir en usine. Et puis, quand la période d'établissement a été terminée, ils ont écrit des souvenirs, des livres, des articles, etc. Et lorsque ce sont des femmes qui racontent ces souvenirs d'établissement, elles insistent toutes sur le fait que leurs camarades d'atelier étaient, citation, habillés comme des princesses. Alors, évidemment pas au travail, mais en sortant. Et dès qu'elles en sortaient, elles se changeaient, et pour une raison simple. C'était un moyen de marquer un rejet absolu du monde de l'usine. Je voudrais qu'on peut-être finisse sur les évolutions dans ce milieu ouvrier pour ensuite aller vers la suite de notre exposé, parce que je vois l'heure tourner. Oui, d'accord, j'accélère. Et voilà, et comme ça on pourra, parce qu'on voit bien toutes les évolutions qui se jouent là dans ces 30 glorieuses avec cet avènement de la société de consommation, et je voudrais qu'on aille un petit peu dans les limites et que vous avez déjà un petit peu commencé à brosser d'ailleurs sur ces inégalités qui se creusent. Je vous laisse terminer sur les ouvriers. Donc, alors, s'agissant du logement, pour l'essentiel, ils sont logés en HLM, et ils en sont contents parce que pour la première fois, ils ont affaire à des logements spacieux, bien équipés et confortables. Mais la mauvaise qualité de la construction va apparaître assez vite. Et par ailleurs, ils restent moins grands que les appartements des cadres, puisque la moyenne, c'est 3 pièces pour 4 chez les cadres pour un ménage. Et puis, les loisirs, faute d'argent, c'est souvent des loisirs à domicile, et en particulier la télévision, qui devient, comme l'a dit un spécialiste de la culture ouvrière, le loisir axial de la classe.
Ajoutons à ça les départs en vacances, qui s'accroissent à partir de la fin des années 50, mais qui restent à peine la moitié des ouvriers partent en vacances. Et faute de moyens, ils choisissent les vacances à la campagne, dans la maison de famille, le camping et aussi, et beaucoup, les villages de vacances des associations de tourisme social comme VVF ou Tourisme et Travail. Et donc, vous voyez bien que, d'abord, quand on a étudié le budget, qui était un budget moyen, donc totalement imaginaire, personne n'a jamais correspondu à ce budget moyen. C'est un artefact statistique. En revanche, vous voyez qu'il y a des différences entre la consommation ouvrière et la consommation des cadres supérieurs. Il n'y avait pas d'uniformité du tout de la société de consommation. Alors, je vais vous lire, pour résumer les transformations, pour ne rien rater, parce que je pense que c'est plus clair comme ça. Vous avez, pour bien comprendre ce qui s'est passé, on a deux périodes, en fait. Donc, la fin des années 40, le milieu des années 70. Alors, la fin des années 40, on manque de tout. Les choses doivent faire de l'usage. Les logements sont exigus et surpeuplés. On n'a pas l'eau chaude au robinet. Les toilettes sont sur le palier. On lave le linge à la main. On privilégie une nourriture qui tient au corps. On conserve les aliments dans un garde-manger ou une glacière. On écoute les informations sur un poste de radio à lampe. On se déplace à pied ou à bicyclette. Et peu nombreux sont les ouvriers, sont les Français qui profitent de leur congé payé pour partir en vacances. Au milieu des années 70, tout a changé et le monde des choses paraît absolument illimité. L'eau courante, le gaz et l'électricité, les WC intérieurs avec chasse d'eau et la salle d'eau avec chauffe-eau, l'ascenseur et le vide-ordure, le réfrigérateur et le lave-linge, le vélo Solex et la voiture, le transistor et la télévision, le livre de poche et le stylo bille, la cuisine en formica et le matelas Dunlop, les verres en pyrex et les sacs plastiques, les yaourts aux fruits et la soupe minute, la lessive Omo et le shampoing en berlingot, les bas nylons et les pantalons en tergal, le blue jean et la mini-jupe, le camping, les clubs de vacances et les premiers vols charter. On a pas mal d'images quand même. Quand voyez, vous décrivez tout ça, il y a beaucoup de photos de familles qui nous reviennent quand même. Et ça donne une idée très simple de la profondeur du changement entre les deux périodes. Et pour qu'on puisse aller à la fin, la question que vous souhaitez qu'on aborde pour finir, il faut néanmoins insister sur ce qui est la signification de la consommation de masse. La consommation de masse s'inscrit sur un horizon d'un progrès matériel pour tous. Les cadres faisant figure de consommateurs pionniers et ouvrant la voie qui sera suivie par tout le monde. Et la rupture est nette par rapport à la période d'aujourd'hui, où ce rêve de bien-être partagé s'est éloigné, et où nous vivons non pas avec l'idée d'un progrès illimité, mais avec l'image d'une catastrophe à venir. Ce qui est important aussi, c'est évidemment de voir ce qui a été apporté, ce que la consommation de masse a apporté. On peut faire je vous ai cité là une liste d'inventaire à l'après-vert en quelque sorte. Mais il faut rentrer un tout petit peu dans le détail et pour voir l'importance de ce que la consommation de masse a apporté. Le HLM et le pavillon, puisque bon, j'ai oublié le pavillon, mais ça fait partie de l'apport de l'époque, c'est le confort plus l'intimité. L'électroménager, plus les surgelés et les plats préparés, c'est la réduction du temps de travail domestique. La télévision, le tourne-disque, le livre de poche, c'est un accès, et le transistor, c'est un accès pour tous aux loisirs et à la culture. La voiture, c'est la fin du carcan de la proximité. C'est l'ouverture à de vastes espaces. C'est les vacances. Donc, c'est finalement au-delà des objets, tout un univers qui a changé, même si évidemment, il n'a pas changé de la même manière pour tous. Il y a des inégalités très fortes. Disons qu'entre le budget, le niveau de consommation d'un cadre supérieur et celui d'un ouvrier agricole, l'écart est de 1 à 3. Et il ne s'est pas réduit au cours de la période. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier le nombre des pauvres.
selon un livre publié en 65 de Paul-Marie de Lagorce qui s'appelait La France pauvre, il y a 5 millions de pauvres à l'époque. C'est-à-dire de gens qui ne profitent pas de l'abondance et de la société de consommation. Mais au-delà de ces limites qui sont absolument réelles, il y a évidemment ce qui a été apporté à la grande masse, à la grande majorité des Français. Et donc, vous vouliez savoir quels étaient les dysfonctionnements. C'est ça, parce que, mais on les devine en filigrane, parce qu'à travers toutes ces évolutions que vous venez de citer, et on comprend cet âge d'or que ça a représenté, ces 30 glorieuses, on voit bien l'élévation du niveau de vie, la libération de la femme, vous l'avez dit, vous l'avez très bien résumé, mais en filigrane, il y a des limites à cette société de consommation qui apparaissent, qui sont critiquées par plusieurs spécialistes. Et c'est peut-être là que je voudrais maintenant insister pour qu'on puisse laisser apparaître effectivement les écueils de la société de consommation aujourd'hui, en fait. Alors, en fait, les choses ne sont pas simples du tout, parce que dans la réalité, les Français n'ont pas eu vraiment conscience des limites ou des problèmes que posait la société de consommation. Et il faut dire que les critiques qu'on faisait à la société de consommation n'étaient pas susceptibles de les aider à comprendre quoi que ce soit. Alors, les premières critiques apparaissent de manière très nette en 61. C'est un véritable festival. Il y a toute une série de numéros de revues et de livres qui sortent. Et l'idée qui domine, c'est qu'on critique l'accumulation des choses. Donc il y a une revue qui a aujourd'hui disparu, mais qui était une revue intellectuelle importante, qui est la revue Argument, publie un numéro qui a pour titre « Faut-il dépasser le bien-être ?» En 61. Il y avait déjà cette notion de bien-être, donc. Hein. Bien sûr. Ouais. En 61, il y a 20% des Français qui n'ont pas l'eau courante. Les Bretons n'auront tous l'électricité qu'en 62. Et vous avez vu les chiffres que j'ai donnés d'évolution. En 1960, la grande majorité des Français n'ont ni le réfrigérateur, ni la machine à laver, ni quoi que ce soit. Hein. Et Edgar Morin, qui est la vedette de ce numéro, dénonce le consommateur qui, je cite, s'enferme dans une coquille de Bernard l'Ermite électroménager et confond bien-être et bonheur. Au même moment, la revue chrétienne de gauche, Économie et Humanisme, appelle à dépasser l'abondance. On se demande bien ce que ce genre d'appel peut signifier concrètement. Et il n'y a à l'époque qu'un sociologue du travail pour leur dire que non, on n'en est pas encore à craindre l'accumulation des choses. Ce qui manque, c'est justement les choses. En 68, un livre qui a beaucoup marqué, de Jean Baudrillard, La Société du spectacle. Alors, on peut distinguer deux choses dans le livre. Un discours théorique absconce et inconsistant sur la marchandise, et puis la dénonciation du gaspillage, de l'obsolescence, de la pollution, du bruit, de l'encombrement automobile, du téléspectateur passif et décérébré, et j'en passe. C'est-à-dire, en gros, le niveau des magazines qui sortaient en fin de semaine, toutes les semaines, c'est-à-dire l'Express et le Nouvel Obs. Et puis, la seule critique un peu argumentée et intelligente, en fait, est faite par André Gorz, qui est un socialiste qui est en train de se convertir, enfin un marxiste même, qui est en train de se convertir à l'écologie, et qui, en 73, fait un petit article, enfin une quinzaine de pages, sur entre guillemets, la bagnole. Et il montre de manière très argumentée et convaincante le coût humain et environnemental de la voiture. C'est sans doute ce qu'on a fait de plus intelligent à l'époque. Et puis, il y a des associations qui combattent des projets d'aménagement urbain, qui inventent la notion de cadre de vie qui va être reprise ultérieurement par les syndicats et surtout par la CDT, qui dénoncent le sous-développement commercial des banlieues, ou qui pointent les scandales sanitaires. Il y en a quelques-uns qui sont assez gratinés. Mais si on réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit qu'en réalité, on n'a pas du tout
une critique radicale de la société de consommation. Au contraire, on cherche à l'améliorer. Et la critique n'apparaît vraiment qu'en 1974, au moment des élections présidentielles, avec la candidature du premier écologiste à se présenter à une élection présidentielle, qui est René Dumont, qui, lors de sa campagne, va dénoncer les dangers que représente une consommation effrénée et, d'autre part, le risque d'épuisement des ressources naturelles. Voilà. Où on en était donc dans les années 60 du point de vue de la critique. Donc il y avait quand même des prémices à ce qu'on entend aujourd'hui. Des prémices. Voilà. Donc là, on est fin des années, on est en 74, vous venez de le dire, pour Dumont. Arrive la mondialisation avec les années 80, et là, il y a une accélération qui se produit de la société de consommation, et en parallèle, une accélération de ses dérives, c'est ça qu'on peut dire? Alors, en fait, la société de transformation, à mon sens, subit une véritable transformation dans les années 80. Et tout simplement parce qu'on change l'âge du capitalisme. On rentre dans l'âge de la finance, qui s'accompagne de la décomposition de la société salariale. Et donc, en allant très vite, on a une série d'évolutions qui sont très importantes. La première, c'est l'individualisation de la consommation. La deuxième, et c'est évidemment la conséquence du premier point, c'est la fragmentation de l'appareil commercial, c'est-à-dire la multiplication des gammes de prix et des types de formats, qui correspondent évidemment à une clientèle de plus en plus dispersée. Le développement du commerce électronique ne faisant qu'amplifier cette tendance. Le troisième point, c'est évidemment les inégalités croissantes de consommation entre les classes moyennes aisées et les classes supérieures d'un côté et les classes populaires de l'autre, et pas simplement les ouvriers, mais les classes populaires, donc un bloc ouvriers, employés, petits indépendants. Et avec quelque chose qui est encore plus important d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est le fait que ces deux blocs se fragmentent, qu'il y a un éclatement. Du côté des classes moyennes, on a un éclatement entre classes moyennes supérieures et les classes moyennes inférieures. Et dans les classes populaires, on a une opposition croissante entre ceux qu'on pourrait appeler les stables, qui sont majoritaires, et les précaires, et l'apparition évidemment très importante d'un bloc de pauvres, à peu près de 15% de la population. Et puis, il faut ajouter encore un point qui est très important, c'est le fait qu'on consomme de plus en plus de produits importés. Alors le chiffre n'est pas important, enfin, ne paraît pas important comme ça. On est à 19% de produits importés. Ça ne paraît pas monstrueux, mais il y a des domaines où c'est beaucoup. L'alimentation, c'est 40%. Le textile, c'est 87%. Les appareils informatiques et électriques, c'est 92%. Le matériel de transport, c'est-à-dire les voitures, c'est 84% de produits importés. Alors, c'est la conséquence évidemment de la désindustrialisation et des délocalisations, mais ce n'est pas une évolution qui est propre à la France. Si on regarde la situation, bien que la France soit beaucoup plus désindustrialisée que les autres pays, enfin que l'Allemagne par exemple, c'est une évolution comparable qu'on constate en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Italie. Et le pourcentage autour de 20% de produits importés est à peu près le même dans tous ces pays-là. Et puis évidemment, on assiste au développement d'une critique écologique plus argumentée que dans la période précédente, qui dénonce donc la surconsommation, le gaspillage, la pollution, l'épuisement des ressources, l'exploitation des combustibles fossiles et prône la sobriété. Donc on a, vous voyez, un changement très profond. On a toujours affaire à de la consommation de masse, mais c'est sans doute pas la même. Et je dirais, il y a une formule qui avait été lancée par un économiste qui me paraît assez astucieuse pour résumer ce qui se passe. Et la formule est la suivante: on a affaire à une consommation de masse personnalisée. Et elle est personnalisée parce que vous avez devant vous un immense marché et la possibilité de choisir ce qui vous correspond le mieux. Et donc c'est pourquoi cette consommation de masse dont on peut en dire qu'elle est personnalisée.
Est-ce que, ce modèle finalement, parce que vous l'aviez mis dans les 5 conditions au tout début Oui, quand vous nous avez dit l'avènement de cette société de consommation, il y a 5 conditions et la dernière c'était l'américanisation. Avec 20 ans de retard, vous nous l'avez dit. Est-ce que on a parlé de la mondialisation là à l'instant, avec les dérives qui s'en sont suivies. Est-ce que l'américanisation de la société, est-ce que la société de consommation plutôt est complètement liée à une américanisation de la société? Est-ce que ça vient complètement des États-Unis ou est-ce qu'il y a une société de consommation européenne qui se dessine? Est-ce qu'on peut le dissocier ou est-ce que oui. c'est intrinsèquement lié, ces 2 mouvements? Oui, alors ça, c'est une question vraiment complexe. Mais pour essayer de faire simple, euh, alors, il n'y aurait pas eu américanisation s'il n'y avait pas eu des tendances endogènes, en quelque sorte. C'est-à-dire si cette tendance à la modernisation, à la standardisation, au développement de produits de masse n'avait pas été déjà présente dans les sociétés européennes, il est évident que l'influence de l'Amérique n'aurait été qu'un plaquage superficiel. Or, ce n'est pas ça du tout. L'influence américaine a pu être intégrée et en quelque sorte digérée parce qu'il y avait déjà une base qui lui permettait de prendre, en quelque sorte. Et ce qui est important d'ailleurs, c'est de bien comprendre que le modèle américain n'a pas été copié de manière mécanique et servile. On a sélectionné et on a adapté. Alors, sélectionner, l'exemple le plus évident, on rejette les belles américaines, c'est-à-dire les grosses voitures américaines, qui sont totalement inadaptées aux villes européennes et à nos routes. Il n'y a pas de highways en Europe. N'ont jamais roulé, sauf dans les films de Bourvil. Mais c'est tout. À l'inverse, on adapte. Les grandes surfaces, par exemple, se distinguent. On reprend le modèle grande surface. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hypermarché se distingue sur 2 points fondamentaux. Le tout sous le même toit et le discount généralisé. La formule américaine n'est pas vendre bon marché tous les jours sur tous les produits. Elle est au contraire un îlot de pertes dans un océan de profit. C'est-à-dire un petit nombre de produits sur lesquels on baisse les prix et le reste, on le vend comme avant. Et évidemment, c'est le petit nombre de produits pas chers qui attire. Mais le modèle européen n'est pas celui-là du tout. Hein. Donc, on prend des choses, on les transforme, on les adapte. Hein. Y compris, par exemple, chez Darty, le fameux contrat de confiance. Il vient des États-Unis, ils l'ont vu dans un magasin, je crois, à Détroit, mais ils l'ont amélioré. Et les Américains, je reviens par exemple au tout sous le même toit, Walmart n'adoptera ce modèle-là qu'en 85. Il est pratiqué chez Carrefour depuis, en réalité, 61, puisqu'ils l'avaient déjà mis en place dans leur supermarché à Annecy. Donc vous voyez qu'il peut y avoir, y compris même des phénomènes de retour aux États-Unis. Donc le phénomène est complexe. Il est complexe aussi parce que l'américanisation s'accompagne d'un anti-américanisme virulent. C'est-à-dire que l'américanisation, pendant les années 50, 60, 70, est critiquée, et beaucoup critiquée. Les intellectuels, et alors je vais citer quelques noms célèbres, et disons que ce n'est pas l'avantage de l'intelligentsia française, mais quand même. Par exemple, Aragon disait du réfrigérateur que ça ne servait à rien, sinon à fabriquer, pardon, pas Aragon, Roger Vaillant, qui était un écrivain très à la mode à l'époque, qu'on a bien oublié aujourd'hui, disait que les réfrigérateurs donc, ne servaient à rien sinon à fabriquer des glaçons pour les cocktails, et qu'on pouvait très bien conserver sur la fenêtre le gigot du dimanche jusqu'au repas du mercredi. Hein, je vous souhaite bien du plaisir. Alors, quant à Aragon, lui, il décrivait la civilisation américaine comme une civilisation de baignoires et de réfrigérateurs. Bon, je pense que les consommateurs français auraient aimé avoir des baignoires et des réfrigérateurs. Et justement, les consommateurs plébiscitent les produits américains. Alors que ce soit évidemment les jeans, les chewing-gums, les soutiens-gorge Playtex, les montres Timex, les Polaroid, les pneus Goodyear, tout y passe. Mais ces produits
ont quelque chose qui est important à leurs yeux, ils incarnent la modernité et la nouveauté. Et justement, l'Amérique, enfin, le modèle américain va jouer un rôle très important dans la création, dans l'élaboration d'une nouvelle culture de la consommation. Une culture qui va valoriser justement donc être moderne. Hein. À l'époque, c'est une formule dans les années 60. On voulait être moderne. Donc la modernité et la nouveauté, mais aussi le fait d'acheter sans attendre. Et puis le fait d'identifier le bien-être à l'accumulation des choses. Et on comprend bien pourquoi. Alors, quand on parle d'américanisation, on a toujours en vue les années 60, 70. Hein. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, l'américanisation, elle a continué. C'est un processus de très longue durée, un processus presque invisible, on n'y fait même plus attention. Et on n'y fait plus attention d'ailleurs pour une raison bien simple, c'est que plus personne ne critique. À ma connaissance, le seul livre qui a été fait en France au cours des dernières années pour critiquer l'américanisation, c'est Régis Debray, qui a publié un petit livre en 2017 qui a pour titre Civilisation, comment sommes-nous devenus américains, hein. Et puis, ça se manifeste à tous les niveaux. Hein. On a d'abord les grandes marques, Starbucks, Apple, McDo, etc., Ralph Lauren, Tesla. Alors certaines d'ailleurs occupent une place disproportionnée et très visible dans le paysage urbain. Vous avez les groupes de l'Internet, vous avez les plateformes, Amazon, Netflix, Airbnb. Dans le domaine du loisir, vous avez la domination du cinéma hollywoodien, de Disney, de Netflix, mais vous avez aussi une espèce de diffusion capillaire des habitudes américaines. Je pense par exemple à l'habitude de fêter Halloween. C'est totalement ahurissant, hein, c'est totalement étranger aux traditions européennes, et avec des hauts et des bas, ça se diffuse dans la société. Et puis, on peut citer aussi, Jérôme Fourquet, dans son avant-dernier livre, l'avait signalé, c'est la mode des clubs de danse country. Alors, et pas qu'en France, hein, en Allemagne, c'est la même chose. Et ça a un succès absolument incroyable. Alors, j'ai pris la peine de regarder les annuaires, et effectivement. Hein. Et donc, vous avez cette diffusion de la société américaine, enfin de l'influence américaine, et qui est d'autant plus forte d'ailleurs que si on regarde les produits nouveaux depuis les années 70, eh bien, ils sont tous américains. À quelques très rares exceptions près, comme les consoles de jeux ou les magnétoscopes, où les Américains se sont heurtés à une concurrence japonaise extrêmement vigoureuse et en même temps innovante, mais pour le reste, les produits sont américains. Donc, on a cette pénétration lente, souterraine et presque invisible des produits et des habitudes américaines qui, à la différence de la période précédente, ne sont pratiquement pas critiquées. Sauf sous une forme très réduite. On ne critique plus l'uniformisation, la standardisation, etc. On ne critique plus que les traités de libre-échange qui seraient, ou qui sont, comme on voudra, la cause, un facteur de fragilité pour l'alimentation et pour l'agriculture paysanne. C'est à peu près tout ce qui reste aujourd'hui de la critique de l'américanisation. Pour le reste, c'est un fleuve tranquille, ça avance tout doucement. Alors peut-être une dernière question pour conclure et puis laisser le temps ensuite au public de réagir. Vous disiez, en parlant de cette américanisation latente de la société française et européenne, être moderne, c'était être dans le progrès, c'était une certaine image. Aujourd'hui, être moderne, c'est être quel consommateur ? Alors, je peux répondre à la question précédente, celle que vous n'avez pas posée, qui est est-ce que la consommation de masse a constitué un progrès ? Oui, c'est latent en fait, parce voilà, que du coup, voilà, et en comment on en arrive aujourd'hui à consommer. Je peux dire oui pour la période des 30 Glorieuses. Pour la période suivante, donc à partir des années 80. Le bilan doit être beaucoup plus nuancé. Quant à la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire qu'en est-il de la consommation à l'avenir ou même aujourd'hui peut-être. Ou aujourd'hui. C'est-à-dire comment peut-on repenser la consommation face à l'urgence climatique ? Là, je suis désolé, mais je veux vous décevoir, je suis historien. Donc, il y a deux choses que je ne sais pas faire, c'est des prévisions et des prescriptions. Mais par contre, je peux regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a affaire
à une prise de conscience qui est très générale des enjeux climatiques. C'est très largement répandu dans la population et il suffit de regarder les sondages qui pleuvent semaine après semaine. Ils disent à peu près tous la même chose et le nombre de gens qui se sentent concernés augmente d'une année à l'autre. Bon. Cependant, en réalité, les choses sont plus compliquées que cela. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord sur la nécessité de changer les choses, ça se complique lorsqu'on les divergences apparaissent sur la manière de concevoir la transition et sur la manière de la mettre en œuvre. Luc Ferry, qui avait fait un petit livre amusant sur l'écologie, avait dit qu'il y avait 7 familles dans l'écologie, hein, comme dans le jeu du même nom. Et moi, je serais plus simple, j'en tiendrai 3. Il y a le développement durable, il y a la décroissance et il y a l'écologie moderniste. Mais si on regarde bien encore, plus profondément, il y a en fait 2 écologies. Il y a l'écologie des classes moyennes supérieures et il y a l'écologie des classes populaires. Et ce n'est pas la même. Et si on regarde les problèmes qui sont à l'agenda aujourd'hui, de la place de la voiture dans la ville, je ne parle pas des trottinettes ou ce genre de choses, mais de l'importance des rapports, de l'équilibre entre le nucléaire et le renouvelable, du remplacement de la voiture thermique par une voiture électrique, de la gestion de l'eau, du développement du bio, des voyages en avion. On s'aperçoit que sur toutes ces questions, il y a conflit. Et que c'est des questions qui sont profondément conflictuelles. Et le conflit est à la fois culturel, social et politique. Et il me semble que la conclusion qu'on peut tirer de cela est relativement simple, même si elle n'est pas œcuménique, c'est de dire que une politique qui ne tiendrait pas compte de la situation de la majorité de la population pour privilégier simplement le point de vue des habitants des métropoles et des centres-villes, petit 1, et petit 2, qui n'articulerait pas les objectifs, le financement et le calendrier de mise en œuvre, cette politique-là est vouée à l'échec. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé, Jean-Claude Daumas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez poursuivre sur cette idée de transition écologique qui doit s'accompagner effectivement d'une attention pour ne pas que les inégalités sociales se creusent, puisque c'est, je crois, en résumé ce que vous venez de dire. Voilà. Est-ce que vous voulez poursuivre cette conversation? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué pendant la conférence sur lesquelles vous voulez revenir avec Jean-Claude Daumas? Oui. Il faut une courageuse. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une remarque en vous écoutant, moi qui viens du monde ouvrier, intermédiaire, mais j'ai retrouvé dans votre présentation plus le monde ouvrier des villes. Donc, ma question, c'est est-ce que dans cette consommation de masse, il y a eu des écrits entre le monde ouvrier, je dirais, pas forcément rural, hein, pas forcément agricole, mais le monde ouvrier qui existe ailleurs que dans les villes? Ça, c'est une première question. Ensuite, quelque part, je pense qu'on ne peut pas traverser ça sans regarder ce que pèse actuellement, on va dire, le développement durable, dans un mot un peu compliqué, enfin dans une conception un peu complexe, je trouve, par rapport à ce qu'est la consommation. Quand on regarde, par exemple, ne serait-ce que sur Paris, le développement des boutiques vintage, des boutiques où, quelque part, c'est une vraie démarche sociétale que d'aller utiliser des choses, on va dire, consommées par d'autres. Je pense que là, c'est une démarche un peu, je ne sais pas s'il faut dire citoyenne, mais en tous les cas, qui prend en compte des concepts de développement durable. Puis éventuellement, j'aurai d'autres questions. Merci. Alors, je peux répondre à vos 2 questions sans trop de difficulté. Alors, la première, si vous voulez, sur le fait que mon exposé vous a donné l'impression que je ne parlais que des ouvriers des villes. En fait, pas tout à fait, parce que là, je parlais de moyennes, et ces moyennes tenaient compte de tous les ouvriers. Maintenant, dans mon livre, donc, qui avait pour titre La Révolution matérielle, une histoire de la consommation en France, 19e, 21e siècle, j'avais fait un chapitre, après avoir étudié les transformations
moyenne, si j'ose dire, parce que il faut raisonner à deux niveaux, si vous voulez. Un niveau qu'on pourrait qualifier de macro ou de global, qui permet d'avoir un tableau d'ensemble, qui donne le sens de toutes les évolutions qu'on constate un peu partout. Et puis, ensuite, on peut passer à un niveau qu'on pourrait qualifier de micro, où on va regarder ce qui se passe dans tel ou tel territoire ou telle ville. Et donc, j'avais pris le parti d'étudier une poignée de cas. Donc, il y avait la région parisienne, alors des ouvriers qui étaient, comment dirais-je, il n'y avait pas de spécialisation particulière. Il y avait la région de Montbéliard, là c'était les ouvriers de l'automobile chez Peugeot. On avait les ouvriers, alors là, deux catégories d'ouvriers qui étaient au même endroit, ils étaient à Fos-sur-Mer. Alors les uns étaient des anciens mineurs et les autres des anciens pêcheurs. Et ils avaient développé deux formes de consommation de masse totalement différentes. Et puis, il y avait encore deux groupes. J'avais fait un chapitre sur les ouvriers immigrés. Et puis, pour répondre à votre question, des ouvriers qui vivaient en milieu rural. C'était une petite ville qui était, un gros bourg qui est autour de la tréfilerie, enfin, elle a fermé aujourd'hui, de Sainte-Colombe en Bourgogne, enfin, dans le Châtillonnais. Et là, on avait affaire à des gens qui, d'abord, avaient un revenu qui était, par rapport à la moyenne nationale, très bas, qui s'en tiraient en associant plusieurs formes de revenus. D'abord, le revenu qu'ils tiraient de leur travail à l'usine, puis le fait que les femmes ne travaillaient pas, parce que de toute façon, il n'y avait pas de travail pour les femmes, mais par contre, elles faisaient un énorme travail domestique. Elles fabriquaient de la conserve pour vivre la moitié de l'année sur le produit du jardin. Les hommes passaient énormément de temps à cueillir des champignons et des baies avec lesquels on préparait là encore des conserves pour l'hiver. Les trois quarts d'entre eux n'avaient pas de voiture. La plupart n'avaient pas de réfrigérateur. Je crois que c'était presque la moitié n'avaient pas la télévision. 10% seulement partaient en vacances. Donc vous voyez qu'on était très très loin de la moyenne que j'ai décrite tout à l'heure. Et ce qui est à mon avis très important, c'est de comprendre que les groupes sociaux ne forment jamais des blocs homogènes. Ils sont plutôt des mosaïques de modes de vie, de styles de vie, parce qu'ils sont portés, ces modes de vie ou ces styles de vie sont portés par des groupes sociaux qui ont des caractéristiques distinctes. Ils ne sont pas situés au même endroit, ils n'ont pas la même activité, ils n'ont pas les mêmes revenus, il y a des traditions culturelles qui comptent. Par exemple, dans le Châtillonnais, on n'emprunte pas. C'est un principe de base. Donc, on ne peut rien acheter tant qu'on n'a pas l'épargne nécessaire. Donc, évidemment, ça prend du temps, surtout quand on a un petit salaire. Et donc, voilà. Mais on aurait pu... Enfin, j'ai fait d'ailleurs la même chose pour les classes moyennes. Et évidemment, je prenais l'exemple d'un cadre supérieur, très supérieur, et l'exemple d'une infirmière. Pour les classes moyennes, et l'écart était considérable. Et les formes de consommation n'avaient évidemment rien à voir. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très important, c'est qu'il faut insister vraiment sur le fait que la consommation de masse, même lorsque les gens en profitent, n'uniformise pas. Alors, elle n'uniformise pas parce que les gens sont dans des situations différentes, et par ailleurs parce que la consommation de masse n'a pas pour but d'uniformiser. C'est une pure légende. Elle a pour but de s'adresser aux clientèles qui existent. Et donc, elle fabrique les produits qui se vendent et qui sont forcément hétérogènes. Alors, la deuxième question sur les magasins de seconde main. Alors, je ne dirais pas que c'est une consommation citoyenne, parce que j'ai horreur qu'on accole citoyen et éthique avec des choses qui n'ont rien à voir. Le commerce et la morale sont deux choses différentes, alors surtout aucun rapport avec l'éthique. La consommation n'a aucun rapport avec la citoyenneté. La citoyenneté, c'est faire des choix politiques. On ne fait pas de choix politiques quand on consomme, on fait autre chose. Mais
je ne dis pas que ce n'est pas important. Ce que je veux dire simplement, c'est que les écologistes ont, pendant de nombreuses années, promu un certain nombre de pratiques. Alors, ça allait du tri aux achats vintage, en passant par je coupe le robinet quand je me lave les dents. Donc, ce qu'ils appelaient les petits gestes. Ces petits gestes sont fort sympathiques. Sur le fond, j'en disconviens absolument pas. Et pour ma part, je les pratique, et je les pratiquais avant que les écolos nous aient enjoint de le faire. Sauf que, à mon sens, ça n'est pas une solution, c'est pas à la hauteur du problème. Alors là, je ne vous parle plus en historien parce qu'on va parler du futur. C'est une opinion strictement personnelle. Et pour arriver, alors il faut prendre des chiffres pour être simple. Hein. Si on veut arriver aux objectifs de décarbonation pour 2050, il faut ramener la consommation à son niveau de 1960. La question est qui est prêt? La réponse est personne. Donc, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, à mon avis, est autre. Et elle passe par la technique. C'est-à-dire que si vous fabriquez des produits où il n'y a jamais de déchets parce que vous récupérez sans cesse, si vous, au lieu de développer, comme on le fait aujourd'hui, mais parce qu'on ne peut pas faire encore autrement, l'énergie nucléaire et qu'on passe au surgénérateur, on n'a plus besoin d'importer de minerais et on le régénère sans cesse. Et c'est de ce côté, à mon avis, que se situe la solution. Ce n'est pas dans un énorme retour en arrière. Par ailleurs, il faut juste être réaliste. Est-ce que vous croyez que ce retour en arrière, les peuples, comme on dit, du Sud global, en français courant, le tiers-monde, vont en vouloir, alors qu'ils ne l'ont même pas encore atteint? Personnellement, j'en doute. Est-ce que vous croyez que les 15% de pauvres qui sont obligés de sauter un repas par jour ou de ne plus jamais manger de viande parce que c'est vraiment beaucoup trop cher, ils vont trouver que c'est vraiment l'avenir de l'humanité que de retourner en arrière? J'en doute encore. Donc, il me semble qu'il faut chercher dans une autre direction. Alors, mon rôle est d'étudier le passé, pas le futur. Ce que je vous dis là, c'est juste une opinion personnelle, hein, mais vraiment personnelle, qui n'a pas plus de valeur scientifique que cela, qui est juste mon opinion. Merci, voilà. Merci de le préciser. On avait une question ici, oui? Si vous parlez fort, allez-y. Oui. C'était sans retourner en arrière, de re-questionner notre rapport au temps. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui, du coup, dans l'accélération, vous parlez des techniques qui ont permis, dans l'industrialisation, d'aller toujours plus vite, de produire toujours plus rapidement, et donc aussi de consommer plus rapidement et d'avoir accès plus rapidement aux produits. Donc sans revenir en arrière, mais si d'avoir, au niveau de ce changement de paradigme, de prendre en considération que, je vous donne un exemple. Oui. Dans mon travail, j'accompagne les entreprises à intégrer les enjeux de la biodiversité. Et on travaille avec des grandes entreprises du CAC 40 qui, parce qu'ils ont des clients qui sont très exigeants, ils ont besoin de leur envoyer leurs produits sur 24 heures, par exemple. Donc là, c'est que ça soit des partis pris qui soient assez forts, aussi des dirigeants d'entreprise, et qu'il y ait une communication, une pédagogie aussi envers les consommateurs, de dire, écoutez, on va vous montrer quel est le cycle de fabrication, qu'est-ce que ça engendre, quelle est cette éthique aussi qu'on peut adopter, et qu'au lieu de vous l'envoyer sur 24 heures, donc de passer par le vol aérien, par le fait de reprendre de la nouvelle ressource, etc. Si jamais on passe, par exemple, un frais faire du plus local ou des modes de transport qui soient moins consommateurs d'énergie et de recycler les matières, on vous le livrera, mais par exemple sous 6 jours. Donc je trouve qu'il y a des pro-partis pris qui sont aussi au niveau des industriels, des producteurs, sur une pédagogie par rapport à la temporalité de livraison des choses et du rapport aux clients.
Donc une autre manière de changer notre manière de consommer, peut-être plus dans la durée et qui ne reviendrait pas forcément à un niveau de vie des années 60. Oui, oui. Ça, ce que vous dites ne me paraît pas absurde. La société de consommation, cette consommation de masse, a entraîné aussi une accélération du temps et des habitudes de consommation. C'est peut-être aussi ce que vous vouliez dire. Alors, on revient sur cette notion de consommation citoyenne. Vous disiez que ça n'était pas un choix politique. Et, réfléchir ce rapport au temps et de pédagogie envers le consommateur. Est-ce qu'en tant qu'historien, le problème, c'est que la racine de ce type de comportement, elle est strictement économique. Il faut que le capital tourne le plus vite possible. C'est tout. Donc, il faut un autre mode de régulation du capitalisme qui ne soit pas le mode financier actuel. Tant que vous restez dans ce cadre-là, vous ne ralentirez pas, ou de manière marginale. Maintenant, rien n'oblige ou rien n'interdit d'en sortir. Ça, là, après, c'est une question qui est strictement politique, mais qui, moi, ne me concerne pas en tant qu'historien. Une dernière question et après on conclura. Oui, on vous écoute. C'est absolument passionnant. Justement, dans le nouveau paradigme qui s'ouvre et ce changement de modèle qui s'impose, est-ce que la grande distribution, justement, n'a pas un nouveau rôle à jouer de passer, je ne sais pas, de la vente d'objets à la régénération, l'économie circulaire, etc. Il y a par exemple Decathlon qui va proposer des centres de... Certains le font déjà, effectivement. Et ce qu'il y a pas... Alors du côté, Decathlon, c'est un modèle assez intéressant puisqu'il s'adosse aussi à une nouvelle industrie qui le permet, avec par exemple des chaussures qui vont être faites sans colle, etc., donc qui permettent d'être recyclées. Mais du côté des Auchan, des Carrefour, etc., vous avez cité, est-ce qu'il n'y a pas lieu là aussi de réinventer un nouveau modèle pour qu'il s'inscrive également dans cette économie circulaire de l'usage, etc. Et donc changer un peu. Et est-ce que vous avez déjà peut-être repéré certains signes qui amènent à le penser? Alors, ça c'est une question qui est redoutable, mais qui est intéressante parce que, encore une fois, je ne peux pas vous dire, et je ne vais pas essayer de vous dire ce que doivent faire les distributeurs. Non, pas du tout. Mais c'est votre en revanche, ce que je peux faire, c'est dire ce qu'ils ont déjà fait. Parlez bien dans le micro. Et ce qu'ils sont en train de faire. Dire que, en gros, alors je ne suis pas un défenseur des distributeurs, mais ils ne sont pas plus bêtes que vous et moi. Et ils ont pris conscience, déjà depuis un certain temps, et celui qui en a pris conscience sans doute le plus, ça va vous paraître surprenant, c'est Carrefour. Qu'il fallait apporter des transformations très profondes. Dans tous les classements internationaux de l'évolution, enfin de la prise en compte des enjeux environnementaux par les grandes entreprises, Carrefour est classé dans les 250 premières entreprises mondiales. C'est la seule entreprise française. Donc ils ont tous compris. Depuis, la grande distribution est en crise. L'hypermarché et surtout les grands hypermarchés, c'est-à-dire les hypermarchés Carrefour et Auchan. Les petits hypermarchés, style Leclerc, Super U, etc., se portent bien et n'ont pas trop de soucis. Enfin, moi, du moins. Les problèmes, l'hypermarché, est contraint par sa localisation et sa surface. Il est en périphérie, il faut y aller. Il est grand, il faut le remplir. Hein, c'est aussi simple que ça. Bon. Alors, on peut le diminuer. Certains, par exemple, Casino, avaient commencé à diminuer la surface de ses magasins, d'autres l'ont fait, et vous remplacez les rayons supprimés par des corners de partenaires. Vous pouvez installer un corner Fnac ou Darty dans une grande surface, si vous voulez, ce n'est pas un problème. Et donc, vous diminuez du coup la surface, vous diminuez le nombre de produits, vous diminuez aussi ce qui était un des problèmes. Alors, ça avait été quelque chose que les consommateurs avaient trouvé absolument génial. Et puis, un beau jour, ils se sont dit, mais enfin, c'est quand même pas si génial que ça. Ce qui était génial, c'était le nombre incroyable de références. Mais il arrive un moment où
c'est un peu comme quand vous êtes devant le catalogue d'un distributeur de films à domicile. Le catalogue est tellement important qu'à la fin de la soirée, vous n'avez toujours pas choisi. Et là, vous êtes devant des dizaines de boîtes de petits pois et vous ne savez pas comment les choisir. Bon. Donc, on aimerait bien qu'on vous aide un peu à choisir et donc qu'on réduise le nombre de boîtes. Donc, c'est ce qu'ils font. Évidemment, à partir du moment où vous fermez des rayons, vous avez moins de surface, donc vous mettez moins de produits. Bon. Vous pouvez aussi décider que, certes, vous vendez des petits pois et des choux-fleurs, mais vous pouvez aussi apprendre à cuisiner les petits pois et les choux-fleurs. Donc, ils ont créé, certains d'entre eux, des écoles de cuisine. Vous pouvez aussi faire ce qu'ils faisaient au début et qu'ils faisaient de moins en moins, c'est-à-dire un approvisionnement local. Et même Carrefour s'approvisionnait localement, pas que Leclerc ou les indépendants. Et on peut effectivement combiner l'approvisionnement auprès de grands groupes de fournisseurs, comme mettons Unilever, et puis un approvisionnement local pour notamment l'alimentaire. Toutes sortes de transformations sont possibles. Vous pouvez aussi faire de la récupération, ils le font depuis quelques années au profit des organisations humanitaires. Vous pouvez recycler. Vous pouvez aussi installer des panneaux photovoltaïques sur les toits. Bon, tout cela, ils le font. La question qui se pose, en fait, c'est de savoir si ce mouvement-là va faire boule de neige et si ces petites innovations locales vont être suffisantes pour que ça provoque une espèce de rupture qualitative et qu'on passe dans un autre modèle. Bon, pour l'instant, moi, personnellement, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que les patrons des grands groupes de distribution sachent exactement où ils vont. Ils ont des programmes à 5 ans ou 10 ans, mais au-delà, personne ne sait exactement comment les choses vont se transformer. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a toutes sortes de transformations qu'ils ne maîtrisent pas, mais qui sont obligés d'intégrer, dont ils ne sont pas à l'origine. Le développement, par exemple, du e-commerce, ils ont été obligés de le prendre en cours de route. Ce n'était pas leur tasse de thé. Ils ont freiné, mais bon, et tout simplement parce que ça demandait d'énormes investissements. Mais ils l'ont fait. Et du coup, vous pouvez réfléchir à ce que vous achetez de chez vous devant votre ordinateur ou installer à une table de café avec votre téléphone. Le développement des formes de livraison à domicile change les choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le produit. Donc, vous ne prenez pas votre voiture pour faire 25 bornes. Donc, il y a toute une série de transformations qui sont petites, qui sont, je dirais, micro, mais en s'agglutinant, qu'est-ce qu'elles vont produire comme changement? Ça, je n'en sais rien. Mais vous avez raison, la grande distribution est au cœur du problème. Mais elle n'est pas seule. Parce que la grande distribution elle-même, je l'ai dit tout à l'heure, elle est intermédiaire entre le producteur, l'industriel et l'agriculteur et le consommateur. Donc, c'est aussi en amont, du côté de l'industriel, que se passent les choses. Ce que disait mademoiselle tout à l'heure était, à mon avis, juste. Il y a des transformations à faire là. Bon. Mais, et ils les font. Et le problème est le même. Quelle est l'ampleur des transformations qui vont résulter de ces modifications finalement très réduites? Ce n'est pas des révolutions, c'est des petites réformes, voire parfois des réformettes. Mais est-ce que l'accumulation de réformes ou de réformettes permet de faire un bond? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en tant qu'historien, ça m'intéresse de le savoir. Disons, si Dieu me prête vie, je me poserai la question dans 10 ans. C'était aussi la thématique de l'année dernière, entre savoir s'il fallait des ruptures ou des transitions. Merci beaucoup pour vos questions et merci pour votre exposé, Jean-Claude Daumas. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence. Ce sera le 25 novembre et elle aura pour thème consommation entre besoins et désirs pour continuer sur ce thème et pour vous faire réfléchir d'ici là, je vous propose une citation de la géopolitologue Virginie Raison-Victor. Autant la planète peut répondre aux besoins de tous avec un modèle qui le permette, on vient d'en discuter de ce modèle, autant elle ne peut pas satisfaire tous nos désirs. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'au 25 novembre. Bonne soirée à tous, merci beaucoup.